Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Dans le but d'éviter au maximum le gaspillage alimentaire, dans le but aussi de conserver ce qu'on a cuisiné ou ce qu'on a récolté, aujourd'hui, je vous parle de la congélation. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Maintenant, si on déterminait c'était quoi la congélation? La congélation, c'est la transformation de l'eau en cristaux de glace par le froid pour toute chose. Dans le cas des aliments, cette action ralentit ou élimine l'activité microbienne et enzymatique, ce qui nous permet de conserver nos aliments plus longtemps. Mais attention! La congélation ralentit et élimine l'activité des micro-organismes et des enzymes, mais elle n'élimine pas le micro-organisme et l'enzyme, elle ne les tue pas. Donc, quand on décongèle, l'activité microbienne et enzymatique reprend là où elle s'est arrêtée. Donc, si vous décongelez de la viande hachée qui a été congelée à la date de péremption, quand vous la dégelez, il faut la dégeler rapidement et il faut la consommer maintenant. Pas question de la garder un jour de plus au frigo. Même si la technique de conservation par le froid est connue dès l'Antiquité, d'ailleurs, les Romains enveloppaient de neige et de glace les poissons du Rhin pour les transporter jusqu'à Rome, cette technique-là, elle est quand même récente dans l'histoire de la cuisine. C'est vers le milieu du 19e siècle que les premières machines industrielles à réfrigérer sont mises au point. L'inventeur d'origine américaine, Jacob Perkin, travaille sur le sujet dans les années 1830 à Londres et est crédité du premier brevet en la matière en 1834. En France, Ferdinand Carré met au point le réfrigérateur à absorption en 1858, qu'il fait brevet en 1859, puis en 1860 aux États-Unis. En 1862, au Universal London Exhibition, il expose une machine qui produit 200 kg de glace par heure. Ensuite, il propose des applications et des procédés pour la conservation des aliments par le froid. En 1876, il équipe un navire marchand, le Paraguay, avec son réfrigérateur à absorption et en 1878, ce bateau-là transporte 80 tonnes de viande de l'Amérique latine à l'Europe. Dans la même période, Charles Tellier de France aussi crée sa première machine frigorifique en 1858. La même année que son concurrent, Tellier équipe le navire frigorifique qui, parti de la Normandie, rapporte de la viande à Buenos Aires en bon état de conservation, même après 100 jours de mer, et ce, à une température de stockage d'autour de 0 degrés Celsius. Ces deux ingénieurs français vont donner, avec leur invention, le coup d'envoi d'une nouvelle forme de commerce international et ouvrent la voie à la révolution de la conservation domestique des denrées alimentaires périssables. Au 20e siècle, en 1913 plus précisément, le premier réfrigérateur domestique à électricité est fabriqué à Chicago. Les ménages américains vont rapidement l'adopter, suivis par les Européens. À l'époque, en Amérique, on conservait les aliments au frais avec des gros cubes de glace et la congélation était surtout faite à l'extérieur pour les gens qui étaient plus au nord. Donc, le réfrigérateur électrique, les Américains l'ont rapidement adopté, suivi par les Européens. Apparu dans les années 1930, ce n'est que 30 ans plus tard que le congélateur vient compléter la gamme de conservation du froid dans le contexte domestique dans les ménages. D'abord dans les campagnes où il devient le compagnon indispensable du réfrigérateur en permettant de conserver longtemps et facilement les productions familiales sur les terres. Alors, pour le poulet aux champignons, vous avez besoin de 2 cuillerées à table d'huile végétale, 1 kg de poulet sans eau et sans peau, un oignon haché, 2 gousses d'ail hachées, 2 boîtes de crème de champignons,
une barquette de 227 g de champignons émincés, 2 tasses de bouillon de poulet, une cuillerée à thé de thym, une feuille de laurier, une demi-tasse de crème à citron ou de lait concentré, du sel et du poivre. Première étape, dans ma casserole, je vais faire chauffer de l'huile pour saisir mon poulet de tous les côtés. Quand mon poulet est saisi, je vais rajouter juste un petit peu d'huile. Je vais faire revenir mes champignons, mon oignon et mon ail ensemble. Quand mes oignons sont devenus translucides, je vais ajouter mon bouillon de poulet pour déglacer. Et puis là, avec une spatule ou une cuillère de bois, on va venir faire tout lever les sucres dans le fond pour garder un maximum de saveur. En plus que le chaudron va être bien plus facile à laver. Alors, quand ça c'est fait, je vais ajouter ma crème de champignons. Hop là, la feuille de laurier. Je vais mélanger ça tout bien comme il faut. Vous redéposez les poitrines de poulet dans cette sauce-là et vous envoyez ça au four à 350 jusqu'à temps que votre poulet soit cuit, c'est-à-dire 30 à 40 minutes. Au lieu de les envoyer dans le four, vous pourriez choisir aussi de les laisser mijoter une quinzaine de minutes, mais là, soyez plus vigilants parce que ça se peut que votre préparation aux champignons colle. Pour congeler, on va refroidir tout ça bien comme il faut. On va mettre ça dans notre contenant de congélation. Là, aujourd'hui, j'ai des sacs en rouleau, mais il y a des sacs qui se font déjà tout prêts, là. Je vais remplir mon sac de ce que j'ai fait. Et idéalement, j'essaye de ne pas salir mon sac ou je vais le sceller. Vu que je suis une championne des dégâts, je vais prendre une tasse à mesurer. Moi, je trouve que c'est ce qui va le mieux. Mais ça pourrait être ce qui va le mieux pour vous. C'est sûr que quand on fait de la mise sous vide comme ça, on fait ça avec des aliments qui sont froids. J'ai-tu dit que j'étais une championne des dégâts, moi? Non. Mais là, je pense que je m'apprête à en faire un. Ah, mais non. Je vais envoyer ça faire le sous-vide ici. Hop! Fermé. Ici, là, j'espère que je ne ferai pas de niaiserie. Et voilà. Mon sac est prêt. Moi, j'aime mieux lui donner plus de place pour le faire congeler à plat comme ça. Je trouve que ça prend moins de place dans mon congélateur. Mais ça s'en va direct au congélateur, puis c'est vraiment le fun. Pour le manger, vous allez le sortir la veille dans un monde idéal, le mettre au frigo. Et au moment du souper, vous allez remettre ça dans une casserole. Et quand ça va être chaud, bouillant, vous pouvez, si vous voulez, mettre de la crème ou du lait carnation pour le rendre plus onctueux. Je ne peux pas parler de congélation sans parler des appareils qui congèlent. Il existe 3 types de congélateurs. Alors, il y a le congélateur qui est au-dessus de nos frigos. Il y a le congélateur tombeau ou horizontal. Et il y a le congélateur debout ou vertical, appelez-le comme vous voulez, c'est sensiblement pareil. C'est sûr que le congélateur du frigo vient d'emblée avec un frigo la plupart du temps. Mais maintenant, si vous voulez faire un choix entre un congélateur de plancher
qu'il soit debout ou vertical, lequel est le mieux? Premièrement, quand vous avez un congélateur comme ça à choisir, vous devez évaluer vos besoins. La grosseur du congélateur est importante parce que plus que votre congélateur va être rempli, moins il va dépenser d'électricité, plus il va être économique parce que la concentration de froid dedans, elle est plus intense. Ensuite, il faut évaluer la place que vous avez au plancher. Un congélateur tombeau va toujours être plus efficace qu'un congélateur vertical parce que quand on ouvre le congélateur, le froid reste dans le fond du congélateur. Donc, il ne perd pas d'énergie, il ne prend pas d'énergie à rebâtir son froid. Tandis que le congélateur vertical, lui, quand vous ouvrez la porte, tout le froid glisse à l'extérieur du congélateur. Donc, quand on referme la porte, le congélateur doit repartir pour abaisser à nouveau la température et la maintenir à une température idéale. Le congélateur vertical, parce qu'il y a probablement plus de composantes et de fonctions, il va être plus dispendieux qu'un congélateur qui est horizontal. Une des fonctions principales que le congélateur vertical a, c'est qu'il a un dégivrage automatique et c'est très normal parce que puisque quand on ouvre le frigidaire, le froid glisse, il se remplit d'air qui contient de l'eau, donc il va faire beaucoup plus de givre qu'un congélateur qui est horizontal. Il faut dire qu'un congélateur vertical, ça prend aussi beaucoup moins de place au plancher qu'un congélateur horizontal. Ça aussi, c'est quelque chose à considérer. En plus de ça, quand vous regardez l'espace que vous avez pour placer votre congélateur, il faut penser d'avoir un dégagement de au moins 2 pieds sur 3 des 4 faces du congélateur. Ça, c'est important parce que votre congélateur a besoin de respirer, d'évacuer la chaleur que le compresseur fait. Pour le congélateur vertical et pour le congélateur horizontal, la température idéale qu'il doit avoir dans ça, c'est de moins 18 à moins 23 degrés Celsius. Tandis que votre congélateur de frigo, lui, va se situer plus autour de moins 10 degrés Celsius. Alors, c'est sûr que votre congélateur de frigo, il va congeler, il va conserver les aliments moins longtemps que si vous aviez un plus gros congélateur, soit debout ou soit couché. Quand on a un congélateur vertical, c'est beaucoup plus facile de placer ses aliments dans le congélateur parce qu'il y a des grilles, c'est étagé, ça va bien, on peut tout mettre droit puis on voit tout. Dans un congélateur qui est horizontal, le bordel est plus souvent facile à pogner. C'est sûr parce que bien qu'il y ait des compartiments rangés, c'est quand même plus difficile de maintenir un ordre dans un congélateur qui est horizontal. Il faut penser aussi à votre santé physique, votre condition physique, parce qu'un congélateur horizontal, quand il faut aller dans le fond, il faut se pencher beaucoup. Il y en a qui tombent même dedans pour atteindre ce qui est dans le fond du congélateur. Ce n'est pas un problème quand on a un congélateur vertical, parce que quand on ouvre la porte, tout est à portée. Alors, dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. Il s'agit de choisir ce qui est le mieux pour vous. Alors, pour continuer plus loin sur le thème de la congélation, j'ai fait hier des garnitures à tarte que j'ai congelées. Alors, c'est la même recette pour les deux pots, à une exception, c'est l'épaississant. Alors, dans chaque pot, il y a 2 tasses de fraises que j'ai tranchées, fraîches. Il y a 1/4 de tasse de sucre et dans celui-ci, 2 cuillerées à table de fécule de tapioca et celui-ci, 2 cuillerées à table de fécule de maïs. Alors, je voulais vous montrer au niveau des textures, qu'est-ce que ça donnait. Alors, si on voit ici, la garniture à tarte aux fraises, elle reste épaisse, mais elle est beaucoup plus coulante. Puis, on voit que la gélification, tu sais, c'est pas super beau avec la fécule de maïs. C'est la congélation qui fait ça. Et plus vous allez congeler longtemps, plus ça va devenir liquide, cette affaire-là. Tandis que si j'y vais avec ma fécule de tapioca, ici, vous voyez que mes fraises, ils se tiennent beaucoup plus. La gélification, elle est beaucoup plus belle
et elle reste beaucoup plus belle, même si je la congèle très longtemps. Et voilà. Vous voyez, c'est exactement la même recette, il y a juste l'épaississant qui change. Vous pouvez la congeler, vous pouvez la mettre dans des tartes, vous pouvez la mettre sur des gâteaux, sur de la crème glacée ou en confiture sur vos toasts le matin. C'est vraiment parfait. Maintenant, je vais vous parler des contenants de congélation. C'est quand même un sujet qui est assez important quand on veut faire une congélation optimale. Bien, vous avez la machine sous vide avec les sacs, bien sûr, et on connaît toutes les qualités, mis à part que ça coûte cher puis qu'on jette les sacs. Ensuite, on a les sacs de type Ziploc, pour ne pas les nommer, les sacs de congélation. Ceux-là sont intéressants aussi parce qu'ils sont bien faits. Et pour faire un sous vide avec ça, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous mettez votre nourriture dans le sac, vous allez plonger le sac dans l'eau froide tout doucement jusqu'à la fermeture. Et quand vous allez être rendu à la fermeture, vous zippez. Et quand vous allez sortir votre sac de l'eau, il va être sous vide. Par contre, il va maintenir son sous vide beaucoup moins longtemps que si c'était fait avec une machine. OK? Ça, c'est important de le dire. Maintenant, il y a toutes sortes de contenants. Ici, j'ai Tupperware qui en ont fait, mais il y a Rubbermaid, tout ça. Ils font des contenants intéressants. C'est juste qu'on n'est pas capable d'aller enlever toute l'air et les brûlures de congélation sont plus probables dans des contenants comme ça. La solution à ça, c'est de un, si vous mettez quelque chose de chaud dedans, que vous le réfrigérez, vous essuyez votre couvert. Et sinon, vous pouvez mettre un saran wrap collé sur votre nourriture pour éviter qu'il y ait le moins d'air possible autour de la nourriture. Ce n'est pas une solution idéale, mais c'est un entre-deux qui peut être intéressant. On a les sacs comme ça qui sont intéressants aussi, mais ça, il y a zéro possibilité d'enlever l'air parce que ça ne maintient pas le fait que ça maintient pas le fait qu'il n'y a plus d'air dedans. Je l'ai essayé et c'est ça. C'est moins bien qu'un sac Ziploc. Par contre, ceux-là, c'est réutilisable à l'infini. Alors ça, c'est cet avantage-là qu'on a pour ces sacs-là. Mais pour une congélation de 2-3 mois, ça fait le travail très, très bien. Vos contenants de yogourt ou de crème glacée, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais si vous avez une congélation à court terme. Et la raison pour ça, c'est que c'est zéro hermétique, ces affaires-là. Fait que c'est sûr que même si vous essuyez, si vous enlevez l'eau, c'est sûr que dans ces contenants-là, il va se ramasser de l'air puis que ça va faire de l'eau à la congélation, puis il y a un grand risque de brûlure par la congélation. J'ai acheté sur Internet ce système-là. Alors, c'est une pompe pour enlever l'air manuellement dans vos sacs. J'ai dépensé un montant de 38 $ et savez-vous quoi? Ça ne fonctionne pas du tout. Alors, investissez pas dans des choses comme ça pour rien. Si vous voulez vraiment faire une mise sous vide efficace, c'est soit le Ziploc, soit l'appareil pour faire un sous vide intéressant. Les contenants en verre comme ça, quand vous magasinez ces contenants en verre-là, ils font très bien au congélateur. Ça décongèle très bien. Ceci dit, on n'est pas capable d'enlever toute l'air dedans non plus, mais pour une congélation à court terme, c'est intéressant. Ceci dit, magasinez-les comme il faut parce que ce ne sont pas tous les verres qui passent du congélateur au four sans casser. Alors, le degré thermique est important quand vous achetez un contenant en verre comme ça. Je vais vous parler des pots maçons maintenant. Les pots maçons, ça fait tout. Ceci dit, le verre est fragilisé à la congélation. Donc, si vous frappez les pots dans le congélateur, il est plus probable que ça casse que si vous le frappiez le même pot à température ambiante, par exemple. Si vous le remplissez trop plein et que vous fermez votre couvert bien comme il faut, en congelant, les aliments prennent de l'expansion. Alors, si votre pot est trop plein puis que votre aliment n'a pas de place pour prendre de l'expansion, votre pot va casser. C'est vrai dans tous les cas parce que si vous mettez vos contenants de yogourt, mettons, trop pleins, bien, le couvert va lever puis vous ne pourrez plus fermer votre couvert. Alors ça, c'est important à mentionner. C'est la même chose pour les contenants en plastique. Un allié sans conteste dans votre congélateur, c'est le cube à glaçons. Moi, j'en ai 2
exclusivement réservé à la cuisine. Et là, ce n'est pas mes bacs à glaçons pour congeler ma glace pour mes boissons. Ça va être mes cubes à glaçons que je vais congeler un petit restant de pâte de tomate, par exemple, que je vais congeler mes fines herbes, que je vais congeler mon ail. Alors, c'est ça, c'est ces petits cubes-là que je vais prendre, que je vais congeler mon vin aussi, dans ceux pour la cuisine, parce que ces aliments-là laissent une forte empreinte dans le plastique et quand je congèle des glaçons, après, il y a un goût qui reste. Alors, j'en ai 2 qui sont réservés exclusivement à la cuisine et les autres sont réservés pour les cubes à glaçons réguliers. J'ai choisi de faire une autre expérience pour vous. Alors, j'ai fait congeler 2 fines herbes, de l'aneth et du basilic, une partie que j'ai conservée dans l'huile et une partie que j'ai conservée dans l'eau et que j'ai fait congeler. Ce qu'on constate, c'est que quand il dégèle, on remarque que celle qui est dans l'huile, ça reste beaucoup plus beau. La fine herbe, elle ne décolore pas, elle reste plus dense. On pourrait utiliser ça, par exemple, dans une vinaigrette. Ça serait parfait. Ou si vous congelez, par exemple, dans du beurre, de l'aneth, dans du beurre fondu que vous allez congeler, c'est parfait sur un poisson grillé, pour une viande aussi grillée si vous utilisez un autre épice, un autre fine herbe. Maintenant, celle que j'ai congelée dans l'eau, c'est celle-ci. On constate que, premièrement, l'eau fait en sorte que ça a brisé les liens et que ça perd de la couleur. Et quand ça perd de la couleur, ça perd des vitamines. Et on constate que c'est beaucoup plus mou. Puis c'est beaucoup moins le fun que celle-là. La texture est moins belle. Ça peut donner une couleur bizarre aussi si vous décidez de faire une béchamel avec ça. Moi, si vous faites une béchamel, vous êtes mieux de les prendre dans l'huile. Par contre, quand vous êtes dans une fine herbe congelée dans l'eau, vous pouvez les utiliser dans une sauce à spaghetti, vous pouvez les utiliser dans une sauce brune, ça ne paraîtra pas du tout. Mais évitez de vous en servir comme si c'était des herbes fraîches. Ce qu'on peut faire avec des herbes dans l'huile ou est-ce qu'on peut les utiliser comme des herbes fraîches? En fait, l'huile, ce que ça fait, c'est comme si ça conservait votre fine herbe sous vide parce que, comme on a mis de l'huile, ça l'empêche l'air d'aller briser les liens de ces fines herbes-là. Donc, pour le bœuf stroganoff, vous aurez besoin de la farine en quantité suffisante, environ 1 kg de steak de bœuf, peu importe lequel, mais vous pourriez le faire avec du porc aussi. Ce serait alors un porc stroganoff. De l'huile végétale en quantité suffisante, 1 tasse et 3/4 de bouillon de bœuf, 2 cuillerées à table de moutarde sèche, 2 cuillerées à table de sauce Worcestershire, du sel, du poivre au goût, 1 livre de champignons émincés, un oignon haché, 3 gousses d'ail hachées. Ici, j'ai de la fleur d'ail, mais ça va être aussi bon, sinon mieux. 1 tasse de yogourt nature. Dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est que dans une assiette creuse, un cabaret, une tôle à biscuits, peu importe, on va mettre la farine que je vais saler et poivrer. Comme j'ai un bouillon de bœuf reconstitué, c'est déjà salé, fait que je vais y aller plus mollo là, sur le sel. Voilà. Je vais ensuite enfariner mes lanières de bœuf de façon à ce qu'ils ne soient pas toutes collées ensemble. Fait que on pourrait choisir de le mettre tout dans un sac Ziploc puis de shaker le sac, là. Mais ça reste comme tout pris en pain, puis c'est comme plus difficile à travailler à ce moment-là. Ça va nous servir de 1 à faire une croûte autour de la viande pour garder la saveur et de 2, ça va faire en sorte que la farine, elle va épaissir la sauce au moment de la cuisson. Ici, on a pris un steak de bœuf. C'est des tournes d'eau aujourd'hui, mais vous pouvez prendre n'importe quelle variété de steak. Je vous dirais sauf la bavette, parce que la bavette, ça reste comme plus dur un peu dans ce type de cuisson-là. On prend des morceaux de bœuf qui sont à cuisson rapide, parce que ça, c'est pas une cuisson qui est très longue. Alors, si vous vous amusez à prendre une petite palette pour faire ça, gare à vos dents, parce que ça va être vraiment très dur et très caoutchouteux, même si c'est taillé fin. C'est une viande qui contient plus de collagène, donc qui est plus résistante sous la dent. Donc, dans ma poêlonne, je vais mettre de l'huile et je vais faire saisir ma viande par
petite quantité parce que je veux vraiment la saisir. Je veux pas que ça bouille puis que ça fasse toute une motte agglutinée de viande et de farine, là. Fait que c'est juste un peu à la fois pour que ma viande elle ait de la place pour bouger. On met de l'huile en quantité suffisante. Alors, quand la viande est cuite comme ça, je l'envoie au frigo pour la faire refroidir complètement. Et pendant ce temps, je prends mon sac, soit mon sac sous vide, mon sac de type Ziploc ou un contenant quelconque, là, ça ne dérange pas. Et là, je vais ajouter le bouillon de bœuf, ma moutarde sèche, la sauce Worcestershire. Si c'est trop compliqué à dire pour vous, là, on a juste à dire sauce anglaise, c'est la même affaire. Et je vais mélanger ça comme il faut, comme ça. Je vais envoyer dans ça les oignons, l'ail et les champignons. Par-dessus ça, j'envoie la viande. Je vais envoyer mon sac dans. Puis là, on va caler le sac jusqu'à la presque fermeture. Le but, c'est d'enlever toute l'air dans le sac. Là, je le fais en avant de la caméra, mais à la maison, là, ça se fait très bien dans l'évier, cette action-là. Et quand je ressors ça, j'ai un pas pire sous vide, n'est-ce pas? Et ça va faire que la sauce, ça va aller partout, puis que notre viande, elle va mariner là-dedans, puis ça va faire en sorte que ça va être moins dangereux pour les brûlures dues au froid. Fait que ça, j'envoie ça au congélateur. Au moment de décongeler, au moment où est-ce que je veux le manger, je vais le faire décongeler soit au frigo ou soit dans un évier d'eau froide que je vais changer l'eau à toutes les peut-être bien 45 minutes pour éviter que l'eau se réchauffe trop dans le fond. Et ensuite, vous allez le déposer dans la mijoteuse pour 4 heures ou sur le feu pour une bonne trentaine de minutes jusqu'à temps que ce soit tout cuit et bien chaud. Et au moment de servir, vous allez ajouter le yogourt nature dans ça pour servir sur un lit de nouilles ou bien avec du riz. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine où toutes les recettes s'y trouvent. Je vous attends la semaine prochaine. On va parler de conservation encore, mais cette fois de déshydratation. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.